Voilà. Donc, vous avez ce jeune homme, Roman Huben, que je vais appeler ici à la tribune. Ah ben, il est là, parce que je le cherchais là-bas, c'est pour ça. Voilà. Il vient de Lausanne, je crois qu'on peut le remercier. Et puis, je voudrais quand même des petits applaudissements pour Bernard, parce que, attendez, je vous raconte. Vous l'applaudirez après. J'avais bien tous les bons films que j'avais commandés, été achetés, ramenés, enfin bon bref, en Blu-ray. Et on n'a pas réussi à mettre les Blu-ray dans la régie. Et donc j'ai appelé Bernard dans la panique. J'ai dû perdre 2 kilos de sueur, d'énervement. Et il était en route déjà, il était au Châtelet, il est reparti chez lui nous chercher les DVD. Grâce à lui, on va pouvoir voir les films, les 2 films de fiction. Donc... encore en plus. Voilà, voilà. Donc, merci Romane, toi tu viens de Lausanne, tu as fait un merveilleux documentaire sur Douglas Sirk. Tout à l'heure, il y a un ami qui m'a dit « Oh, bah finalement, c'est quand même une petite aventure à l'eau de rose. Ma mère écrivait des romans comme ça, de ce même genre. Sauf que, évidemment, c'était pas en période de montée du nazisme et puis c'était pas dans un aller-retour entre l'Allemagne et les États-Unis, comme nous l'a bien expliqué Bernard. Et on va mieux comprendre encore. Et quand vous reverrez le film après avoir vu le documentaire de Roman, vous le regarderez encore autrement. Mais c'est vrai qu'on est toujours saisi par l'émotion quand on voit ce petit garçon et sa mère écouter l'oratorio à la fin. Et on s'y attend. Pourtant, on devrait s'y attendre, mais on s'y attend pas. Et on les voit là dans la salle et c'est sublime, quoi. Donc, Roman, je te laisse la parole. Tu vas nous dire pourquoi tu as eu envie de faire ce documentaire sur Douglas Sirk, dans quelles conditions tu l'as réalisé, puisque tu es suisse. Il a terminé sa vie à Lugano, sur un lac, tout près du lac Majeur, tout près de Locarno. Et donc, là, on a du début jusqu'à la fin de sa vie. On va le voir interviewé, d'ailleurs, par Roman dans le film, non, je crois. Hein. Ah non, non. Alors, j'ai vu un autre documentaire de Douglas Sirk où il est interviewé. Donc, je te laisse la parole tout de suite. Merci Claude pour l'invitation, tout d'abord, merci. Pour répondre à la question, c'est l'envie de faire le film est née après avoir reçu une demande, comme une commande, de réaliser un documentaire sur Douglas Sirk. Donc, c'était un réalisateur que je connaissais, mais dont je ne connaissais pas ni la vie, ni l'œuvre en total. Et en fait, c'est en m'intéressant au sujet et en découvrant des documents personnels dans l'archive, qu'on va découvrir aussi dans le documentaire. C'est vraiment en découvrant des documents personnels de lui et de sa femme que quelque chose s'est passé et que c'est devenu évident de vouloir faire un film. Et donc, c'est parti comme ça. Et ensuite, voilà, c'est la découverte. Oui. Oui, oui. Oui. Peut-être tu as envie de nous dire un tout petit peu plus sur ce qu'on va découvrir ou... Moi, j'aime bien parler après. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Voilà. Bonne projection. Donc, je vais appeler Roman à me rejoindre. Et puis je voudrais, pourquoi pas, j'aimerais qu'on salue les amis de l'équipe du film. Donc Fabrizio qui est dans la salle, Emmanuel, Marie-Lou. Donc je ne sais pas si vous avez envie de venir ici aussi. Voilà, je vous remercie d'être venu. Marie-Lou n'est pas venue. Ah, Marie-Lou. D'accord. Manuel et puis Fabrizio, mais peut-être... Bon, il va venir nous rejoindre en tout cas. Voilà. Donc, un grand merci, Roman. Vraiment, ça fait plaisir de revoir ce film. J'avais oublié quelques passages très, très poignants, notamment dans l'interview avec Hallyday. Donc, j'aimerais que tu nous en dises, qui d'ailleurs fait l'objet du titre. Hope as in despair. Donc, c'est Hallyday qui dit ça. Ouais, c'est magnifique. Donc, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur ta découverte, puisque tu ne connaissais pas Douglas Sirk. C'est impressionnant d'avoir réussi un film comme ça. Tu as mis combien de temps, sans indiscrétion? 4 ans.
quelques années? Non, non. Parce on a commencé le projet en sachant qu'il allait y avoir une rétrospective dédiée à Douglas Sirk à Locarno. Et donc, alors si je me souviens bien, le moment où j'ai repris les rênes du projet, parce que initialement c'était même un autre réalisateur qui était censé s'en occuper, on était à plus ou moins 1 an et demi du début de la rétrospective. Peut-être c'était plus. Mais j'avais déjà commencé à écrire un peu. En tout cas, on a dû faire ça vite, financer vite, tourner vite, monter vite, et on l'a fini juste à temps. C'était une course pour le finir, pour cette rétrospective qui était une rétrospective intégrale à Locarno, donc le meilleur moment pour montrer le film. Alors, Fabrizio et Emmanuel, je vous ai... Elle est où d'ailleurs, Emmanuel? Elle n'est pas là non plus. Bon, bah Fabrizio, voilà, il fait partie de l'équipe du film. Donc, coproducteur. On vous dire un petit mot, mais on va peut-être prendre quelques questions. Déjà, peut-être, Fabrizio, tu veux dire un petit mot? Ton travail avec Roman, ça s'est bien passé? Oui, bah je sais pas. Oui, excusez-moi, je suis sorti un instant. Mais par rapport au film, donc le film commence. Je pense peut-être que ce qui est intéressant aussi, c'est que Roman, au début, se retrouve à travailler sur ce projet qui était un peu préexistant, mais en fait, ce qu'on voit vraiment, je pense, dans le film aussi, c'est qu'il développe une relation très particulière avec Sirk, avec son histoire, et je pense que ce qui était le plus intéressant, c'était aussi, au-delà de la grande histoire de Sirk, qui croise plein de choses, évidemment, et son cinéma, mais c'est aussi comment il arrive à en faire une narration qui est aussi un rêve, qui est aussi cette dimension un peu romancée, presque, dans une rencontre avec une œuvre. Donc après, le film est un film qui s'est fait un peu entre 3 pays et qui s'est fait avec l'aide de Arte, mais plutôt en Allemagne, de Ciné Plus et de la télévision suisse, mais qui en même temps a coïncidé avec cette incroyable rétrospective de Locarno que Bernard Eisenschitz a organisée. Donc ça, c'est vraiment aussi ce qui a ramené le film aussi dans une certaine urgence de le terminer. C'est ça qui a fait qu'on l'a terminé plus rapidement qu'on pensait. Formidable. La Cinémathèque de Lausanne, je suppose, a été très impliquée, non? Moi, on connaît Frédéric Maire parce qu'on va beaucoup à Locarno, on est allé beaucoup à la Cinémathèque de Lausanne, mais elle a passé ce film aussi, puisque je suppose il y a eu un article formidable de la Cinémathèque, d'ailleurs, sur l'ensemble de l'œuvre de Sirk et sur ton film en particulier. On en a tous. Il y en aura même pour vous. Oui, alors la Cinémathèque suisse a évidemment joué un rôle fondamental dès le début. C'est là où, Les archives. Le premier jour où je suis allé dans les archives pour voir qu'est-ce qu'il y avait, j'étais accompagné par cet autre réalisateur qui était censé le réaliser à la base. Donc voilà, après ça, c'est une longue histoire, mais le premier jour, je découvre les journaux de Hilde et là, quelque chose se met en route. Donc ça a commencé là. Ils ont été très dispo et très gentils, accueillants pour que j'y travaille, et qu'on y travaille. Mais oui, du coup, ça s'est bien passé. Ils étaient bien contents que la cinémathèque soit valorisée. Après, il y a eu un peu un couac à un moment donné, mais on pourra en parler après. Surmonté. Voilà, vous avez peut-être des questions, bien sûr. Il y en a beaucoup qui viennent dans la tête quand on voit tout ça. Alors, François, attends, tu vas prendre le micro. Si, parce que nous, on enregistre. Oui. Bonjour. Oui, juste une question. Pourquoi Douglas Sirk? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi faire un film sur lui? Oui, pourquoi? Oui, vous. Ouais. Alors, c'est d'abord la chaîne Arte Allemagne qui a signalé l'intérêt à ce qu'un documentaire sur ce réalisateur existe. Et donc, ça a donné l'envie à des producteurs de démarrer quelque chose. Et donc, c'est né comme un projet qui traînait sur des bureaux et qui était passé de main en main pour que quelqu'un s'en occupe parce que Arte était intéressé. Donc, c'était très
voilà, il y avait une approche très anonyme quelque part. Il est passé de main en main plusieurs fois avant que moi je sois d'abord engagé comme assistant à la recherche, etc. Et finalement, comme co-scénariste, finalement j'ai tout écrit, finalement j'ai tout repris en main. Et ça c'est. Du coup, il y a eu une transition graduelle. Et effectivement, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est ces personnes, Douglas Sirk, mais aussi Hilde, qui, que j'ai rencontré quelque part, même s'ils étaient plus là, mais ils étaient dans ces documents. Et en fait, c'est, comme je décris, comme un vortex qui peut aspirer à un moment donné. Je pense que ça résonnait avec plein de choses de moi, de ma vie, du fait que je suis allemand. Il y a tout un tas de questions qui relèvent de vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement en 1933, etc. Mais alors, tu as regardé les films au fur et à mesure de la découverte des archives, ou bien tu as découvert les archives d'abord, les films d'abord? Comment ça s'est passé? Parce que 1 an et demi, 2 ans, mettons, allez, c'est très court en fait, hein, pour réaliser un documentaire comme celui-là, pour aborder une œuvre, un homme comme celui-là. Il est immense, quoi, ce réalisateur. Donc, et puis, bon, ces archives, c'est énorme, quoi. Enfin, on voit Bernard feuilleter, c'est des dossiers énormes. Donc, est-ce que tu as eu le temps de tout lire, tout voir et en fait, est-ce que l'interview avec Hallyday n'a-t-il pas été aussi un fil conducteur pour réaliser ton film? Plus que l'interview avec John Hallyday, c'est le livre qu'il a écrit. C'est un livre d'interview. Donc John Hallyday a publié ce livre qui est essentiel pour tout le monde qui s'intéresse à Douglas Sirk. C'est le premier ouvrage qui lui a été dédié et qui a été fait en collaboration avec Douglas Sirk. Donc c'est des questions-réponses. Donc ça, c'était évidemment le guide pour... c'était essentiel. Oui, après, la découverte des films s'est fait un peu en parallèle de la découverte des archives. Et à un moment donné, effectivement, la contrainte de temps est aussi bien et pousse à un moment donné faire des choix. Pour moi, c'est important de quand même dire que ce n'est pas la seule clé d'interpréter l'œuvre de Douglas Sirk. Loin de là. Mais tu as plus traité finalement la deuxième partie de son œuvre américaine que la partie allemande, en fait. La partie allemande de son œuvre. Toi qui es allemand, tu n'avais pas un petit peu titillé tout ça? Non? Parce que tu as trouvé peut-être plus le mélodrame, d'ailleurs, dans la deuxième phase de son œuvre que dans la première. Je ne sais pas, c'est une question. Hein. Oui, je pense. Alors, la plupart des films de Douglas Sirk ne sont pas du tout traités. Bien sûr. Donc, ce n'est pas du tout représentatif de son œuvre. Pour ça, il faut acheter le livre. Mais oui, c'est des choix qui, à un moment donné, se sont clarifiés au montage. On a voulu mettre beaucoup plus d'extraits, beaucoup plus longs, et c'était des questions de temps, de rythme et d'argent. Et j'ai encore une petite question avant de passer la parole à Philippe. Oui, la découverte du fils, en fait, a guidé peut-être le choix des films que tu nous fais découvrir dans ton film. Parce que tu ne traites pas tout, évidemment, mais le peu de films que tu nous montres, d'abord, c'est les passages très poignants, parce qu'on pleure en regardant ton film, alors on se flûte. Il faut voir les films. Hein. Je vous recommande vivement, tous qui ne connaissaient pas Douglas Sirk, découvrez, allez-y. Mais alors, voilà, c'était ça. Pour quelques films, pourquoi le rapport au fils, le rapport à sa vie, surtout que... Mais on s'est posé la question avec la monteuse, et effectivement, ce qui était très clair tout de suite, c'était qu'on ne voulait pas enchaîner des extraits de films et donc trouver des extraits qui répondent d'une façon ou d'une autre à la narration pour qu'on continue à stimuler la narration que le spectateur peut se faire dans sa propre tête. Après, voilà, on se raconte aussi différentes choses en voyant ces extraits, chacun les voit différemment et même, voilà. Donc c'était surtout ça, essayer de les inclure dans la narration, plutôt que de juste les juxtaposer ou les... Ouais. C'est ça qui fait la force de ton film, hein. Heureusement d'ailleurs. Alors, Philippe Herzog. Oui. Bah, quand nous étions à Locarno, nous avons vu ton film, Claude et moi,
on a vraiment beaucoup apprécié. Mais dans mon souvenir, alors attention, je suis âgé, j'ai mélangé. On a présenté un deuxième film à Locarno qui est interview de Sirk et de sa femme à Lugano. Donc des gens ont pu aller dans les derniers moments à Lugano. Et le film, c'est pas un film complet comme le tien, mais c'est un film de témoignage au vif, très intéressant. Alors ma question, est-ce que tu as pu le voir avant de finir le tien? Et si oui, peux-tu nous en restituer quelques éléments pour notre public? Parce qu'il y a la fin de vie est intéressante. Il y a quand même une sorte d'apaisement dans le cadre de cette interview. Il se livre à l'humeur. Il y a un petit jeu avec sa femme aussi, si je me souviens bien, qui prend la parole, qui le coupe. C'est assez subtil. Alors, dis-nous-en quelque chose, si tu peux. Alors, il s'agit d'un documentaire fait par Daniel Schmid, un réalisateur suisse qui a donc fait ça à quelques années de la mort de Douglas Sirk. Il était déjà très âgé, pas en bonne santé, avec une vue difficile aussi, donc avec des lunettes de soleil à l'intérieur, donc dans des conditions difficiles. Renato Berta, un chef opérateur tessinois d'origine, a fait l'image de ce film. Lui, il est toujours vivant, donc peut témoigner de ce que ça a été tourné chez Douglas Sirk et Hilde, qui du coup se révèle être effectivement un pilier aussi pour la communication, pour la mémoire, pour voilà, un peu rectifier certaines histoires que Douglas Sirk raconte. Des fois, ils se contredisent, effectivement. Et c'est un document très précieux, mais je n'ai pas vraiment utilisé. J'ai juste pris la dernière image qui est arrêtée. C'est un gros plein sur les mains. Voilà, c'est la seule image que j'ai prise de ce film. La question m'a été déjà posée, effectivement, de pourquoi ne pas puiser plus dans ces témoignages si précieux, mais... C'est un autre film. Ben, ouais, c'est un autre film. C'est un autre film, Finalement. C'est un autre film. Moi, j'aime beaucoup ton film. J'ai bien aimé les interviews, bien sûr, mais c'est très différent parce que là, tu fais un choix. Voilà, tu assumes ton choix, ta vision, ton interprétation, et je trouve que c'est très fort parce que ça nous aide à comprendre l'ensemble de l'œuvre finalement. Les extraits que tu as pris, je crois que tu as bien ciblé pour nous aider à comprendre l'homme et son œuvre. Donc c'est tout à fait riche, quoi. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous fait comprendre un peu mieux? Bah tiens, Michel, tu permets, je t'interpelle. Est-ce que ça te fait un peu mieux comprendre le premier film qu'on a vu? Parce qu'il part aux États-Unis en abandonnant son enfant. Tu dis, bon, cette femme, elle part en abandonnant son enfant, mais finalement, c'est un peu un roman à l'eau de rose. Mais alors, après, connaissant l'histoire... C'est peut-être la vie qui est un roman à l'eau de rose. C'est possible. Enfin, l'eau de rose, pas toujours des roses. Hein. Ou alors qui pique. Ouais, alors... Oui, il y a... Alors, attends. Parce que... Donc, voilà. il arrête de faire des films assez tôt. Et non? Pourquoi il arrête? Est-ce qu'on lui donne plus les moyens de les faire? Est-ce que... Je sais pas, je me posais cette question par rapport à... Il semble que le dernier film soit 59, c'est ça? Oui, c'est en 59. Après, il a déjà passé les 60 ans à ce moment-là, donc il n'est pas si jeune. Il a surtout des problèmes de santé. Quand même, 60 ans, c'est jeune. Qu'est-ce que ça veut dire? Révolution. Pardon, mais comme vous le disiez, c'était... Mais alors quoi, il y avait un problème oui, il avait rapport des problèmes de santé. avec Hollywood, avec... Non, pas avec les studios. Donc les studios voulaient absolument continuer de travailler avec lui. En tout cas, son dernier film était le plus grand succès d'Universal de l'année et peut-être pour même les années précédentes. Alors, il y a celui-là, le dernier film. C'est Mirage de la vie, Mirage Imitation de la vie, of qui a eu Life. un succès énorme. Oui, énorme, voilà. énorme. Donc après, voilà, il y a des... Je peux me permettre une interprétation peut-être. J'ai lu autre chose. Hein, j'ai lu le livre de Bernard, mais j'ai lu aussi les petits livrets qui sont vendus avec les films, en fait. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Oui, en fait, Douglas Sirk est allé au bout de ce qu'il avait envie de nous dire ou de montrer peut-être, parce qu'il a fait le temps
alors peut-être je me trompe, hein, Bernard, tu me rectifieras, il a fait Le temps d'aimer, Le temps de mourir. C'était un peu comme un film testament, vous allez le découvrir tout à l'heure, grandiose, évidemment, sublime. Et puis derrière, il a fait Mirage de la vie. Et là, bah, vous avez vu les extraits avec la maman noire et la jeune fille blanche. Et c'est pas le moment le plus poignant du film, hein, je peux vous l'assurer. Et pourtant, là, déjà, on pleure. Hein. Donc, je crois qu'il est allé au bout de ce qu'il avait envie de nous dire. Parce qu'après, il est revenu, je crois, à l'écriture de pièces de théâtre. Et il a aussi donné des cours. D'ailleurs, tu le dis à un moment donné. Hein, il a formé, puis il a accompagné Fassbinder. Bon, s'il avait quel âge, là? Parce que Fassbinder, c'est les années 70, déjà. Hein. Donc, il a fait œuvre de transmission, de pédagogie. Il avait envie de laisser, pas seulement une œuvre, il avait envie de laisser peut-être un savoir-faire, de partager peut-être la façon aussi de faire du cinéma, même si après Fassbinder, il a trouvé sa propre voie, hein, ça c'est évident. Donc je ne sais pas si je me trompe là, mais ça a été dit plus ou moins d'ailleurs, il a arrêté, pas parce qu'il était devenu aveugle, parce qu'il continuait à écrire, il continuait à faire un tas de trucs. Ouais, alors il y a plusieurs réponses, j'ai l'impression, à cette question, et Bernard il pourra très bien répondre aussi. C'est-à-dire que oui, évidemment, il avait besoin, ou il était très content ou satisfait, ou je ne sais pas comment dire, du contact avec la nouvelle génération de cinéastes allemands, et d'être aussi juste, ouais, vraiment en contact. Et moi, j'ai l'impression qu'il aurait aimé continuer à travailler et même à tourner des films, mais que, alors, ce n'est plus fait pour une raison ou une autre. Mais il a en tout cas continué à écrire, même des scénarios. Il a jamais arrêté, donc il y avait presque un tiraillement comme ça de vouloir prendre un peu la retraite et en même temps jamais. Oui, c'était le sens de sa vie, hein, tout à fait. Bernard, tu as envie de dire un petit mot là-dessus, non? Je crois qu'il était... Romain en sait autant que moi. Je crois qu'il y a une chose dont il ne voulait plus entendre parler, c'était Hollywood. Avant même la sortie de Mirage de la vie, il est parti pour passer un an à voyager, et il a fermé leur maison, et il n'est jamais revenu. La maison a été vidée, vendue. Il n'a jamais remis les pieds à Hollywood. Il est retourné en Amérique 15 ans plus tard, quand des universitaires sont venus le chercher pour le fêter. En revanche, une fois arrivé en Europe, il avait 2-3 projets qu'il a tenté de faire avancer, que son agent, un des grands agents de Hollywood, Paul Kohner, qui était l'agent de tous les émigrants, a vraiment poussé. Il y avait une amitié réelle entre eux, entre leurs épouses, etc. Voilà, donc à ce moment-là, la maladie, la fatigue est probablement intervenue, oui. Je crois qu'il aurait voulu, mais comme beaucoup de ces cinéastes sur la fin de leur vie, il y a l'envie. Là, il était encore beaucoup plus jeune que les Preminger ou les Fritz Lang. Je pense qu'il aurait voulu, et qu'en même temps, il a à chaque fois mis des obstacles à ce que ça se fasse. Enfin, il y avait un double désir. Mais bon, ensuite, il a quand même été actif. Il a monté 6 pièces en Allemagne, je crois, dans les années suivantes. Une pièce par an. Il a donné des cours. Il a supervisé 3 courts-métrages ou moyens-métrages d'école. Mais je pense qu'assez vite, il s'est aperçu que ça n'allait plus se faire. Et par ailleurs, il y avait aussi la difficulté de monter un film pour quelqu'un comme Paul Kohner, qui était un agent, qui n'était pas un producteur, ou pour ses amis de la production à Universal. Produire un film en Europe n'était pas aussi simple que produire un film aux États-Unis. Mais parmi les émigrants, c'est un des rares qui se soit arrêté avec un triomphe. La plupart des autres, disons Preminger, je pense Preminger, Lang en ce moment, ou Siodmak a continué à travailler en Allemagne. Mais la plupart se sont plutôt éteints par manque de soutien professionnel. Voilà. Et d'ailleurs, à Paris, j'y pense maintenant, mais c'était un projet à Paris, c'était sur le peintre Utrillo. Il y avait un projet sur Utrillo, auquel il a travaillé assez longuement. Donc,
il faisait venir des gens qui venaient travailler au trio. Je crois qu'il a voyagé pour le film, qu'il a fait venir un scénariste en Suisse. Enfin bon, donc il a vraiment fait tous les gestes de quelqu'un qui veut faire un film. Mais en même temps, les vrais projets, ceux qu'il aurait vraiment pu reprendre, c'était ceux que son producteur, pas celui du Temps de Vivre, mais celui de Mirage de la vie, lui proposait sans arrêt, genre Madame X, et des choses comme ça. Il disait c'est exactement le genre de choses que je ne voulais plus faire. Et ceux-là, il aurait pu les faire très vite, il aurait eu les vedettes, il aurait eu Lana Turner, enfin, et ça se serait passé simplement, mais l'exigence était pas exactement la même. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on va les remercier tous les deux. On va aller... Oui, on les applaudit bien fort. Derrière, on va rester ensemble. On a encore un film, évidemment, vous allez le découvrir. Hein, Bernard le présentera. Avant, on va aller manger un petit sandwich. Enfin, c'est des petits sandwichs wrap, hein, comme on les appelle, avec un petit verre de vin qui vient du Pays de Loire, amené par notre ami François. Et puis, il y aura des petits trucs à grignoter autour. Mais en même temps, Bernard, lui, sera à sa table, derrière ses livres. Il m'en veut de ça. Hein. Mais non, voilà. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas acheté tout à l'heure, bien sûr, à l'acheter. Et puis bon, après, on lui permettra de venir boire un verre avec nous, évidemment. Et après, on se retrouve ici pour le grand film qu'on avait envie de vous montrer. On aurait pu choisir un autre. On a choisi celui-ci. J'en avais parlé à Bernard, qui m'avait dit très bon choix. Mais enfin, il y avait quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une arrière-pensée chez moi, parce que moi, j'aime la géopolitique et j'aime le lien des films à l'actualité ou à l'histoire. Donc, un grand merci, à tout de suite. Alors, après le petit buffet, on boit un coup ensemble et on revient dans la salle. Hein. Voilà. Tu sais, c'est un cercle cinéphile, c'est pas le cinéma avec ses horaires à la minute près. Hein. On est ensemble. C'est ça qui est important.